Francis Scott Fitzgerald, Tendre est la nuit. Pour Gérald et Sarah, temps de fête. Avec toi maintenant, combien tendre est la nuit. Mais il n'y a plus de lumière, sinon ce qui descend du ciel avec le vent, pénètre l'ombre des feuillages et serpente à travers les chemins de mousse. John Keats, Ode à un rossignol. Livre premier. C'est à mi-chemin de Marseille et de la frontière italienne, un grand hôtel au crépi rose qui se dresse orgueilleusement sur les bords charmants de la Riviera. Une rangée de palmiers évente avec déférence sa façade congestionnée, tandis qu'une plage aveuglante s'étend à ses pieds. Un petit clan de gens élégants et célèbres l'ont choisi récemment pour y passer l'été. Mais il se trouvait pratiquement vide il y a 10 ans quand sa clientèle d'Anglais remontait vers le nord en avril. Et si les bungalows pullulent aujourd'hui, au temps où cette histoire commence, lorsqu'on quittait cet hôtel dit des étrangers tenu par le ménage Gauss pour se rendre à Cannes, distante de 8 kilomètres environ, on n'apercevait qu'une douzaine de villas vétustes dont les dômes verdis s'ouvraient dans la touffeur des pins, comme des nénuphars. L'hôtel et le tapis de prière de sa plage forment un tout. Au petit jour, l'image de Cannes à l'horizon, l'ocre rose de ses vieux remparts, la dent mauve des Alpes qui ferment l'Italie se réfléchissent dans la mer, et le clapotis insensible des algues qui tapissent les fonds agite ses reflets de petits cercles paresseux. Vers 8 heures, un homme en peignoir de bain bleu apparaît sur la plage. Après force préliminaire pour que son corps se fasse à la fraîcheur de l'eau, il barbote une courte minute à grand renfort de grognements et de halètements sonores. Puis il rentre à l'hôtel et tout redevient calme, la plage et la baie, pendant près d'1 heure. À l'horizon, de grands cargos glissent lentement vers l'ouest. Les chauffeurs de car appellent leurs clients dans la cour de l'hôtel. La rosée sèche sur les pins. 1 heure encore, et le tumulte des klaxons se déverse soudain de l'étroite corniche en lacets qui longe la chaîne des morts et sépare le littoral de la vraie Provence. Moins de 2 kilomètres à l'intérieur des terres, là où les pins cèdent la place à des peupliers poussiéreux, se trouve une gare isolée. Un matin de juin 1925, un coupé Victoria vint y chercher une mère et sa fille pour les conduire à l'hôtel Gauss. Le visage de la mère avait une beauté un peu fanée que menaçaient déjà les griffures de la coupe rose. Elle paraissait détendue et pourtant aux aguets, ce qui lui donnait un grand charme. Mais le regard se tournait vite vers sa fille, car ses mains étaient ravissantes. Ses joues d'un rose surprenant qui semblait le reflet d'une excitation passionnée comme celle qui vient aux enfants quand ils ont pris un bain froid le soir. Son front remontait délicatement jusqu'à l'endroit où ses cheveux, qui l'encadraient comme un aume héraldique, jaillissaient en cascade de boucles folles, de mèches et d'ondulations d'un jaune cendré mêlé d'or. Elle avait des yeux très grands et très clairs, humides et brillants, lumineux et limpide, et son teint avouait cet éclat naturel que faisait naître à fleur de peau le jeune et vigoureux battement de son cœur. Son corps se tenait délicatement sur le dernier fil de l'adolescence, elle allait avoir 18 ans et atteindre sa plénitude, mais on voyait encore sur elle des traces de rosée. En apercevant le ciel et la baie comme un ruban de feu à l'horizon, la mère dit « Je ne suis pas sûre que cet endroit nous plaise. »« De toute façon, j'ai envie de rentrer, » répondit sa fille. Elles se parlaient en souriant, mais n'avaient manifestement aucun projet précis, ce qui paraissait les ennuyer. Qu'aurait-elle pu prévoir, du reste? Elle ne cherchait qu'à se distraire, non pas comme 2 femmes surmenées dont les nerfs ont besoin d'un sérieux stimulant, mais comme 2 écolières impatientes qui ont obtenu tous les prix et bien mérité leurs vacances. On reste 3 jours et on rentre.
Je vais télégraphier pour qu'on réserve nos cabines. » La jeune fille demanda 2 chambres à la réception de l'hôtel. Elle parlait un français correct et courant qu'elle semblait retrouver de mémoire. Une fois installée, elle s'approcha de la porte-fenêtre, brûlante de soleil, et fit quelques pas sur la véranda qui longeait l'hôtel. Elle marchait comme une danseuse, en reposant à peine sur les hanches et en cambrant légèrement les reins. La lumière était si violente qu'elle crut se heurter à son ombre et recula. Elle était éblouie. À 50 mètres en contrebas, la Méditerranée perdait par instants ses couleurs devant les assauts d'un soleil implacable. Une vieille Buick, abandonnée dans une allée, rôtissait contre la balustrade. En fait, il n'y avait d'animation que sur la plage. 3 gouvernantes anglaises étaient assises à tricoter, rejoignant à travers pullover et chaussettes l'inaltérable image de l'Angleterre victorienne, celle des années 60, 70, 80, et papotaient à l'infini sur un ton monocorde de mélopée. Une douzaine de personnes s'étaient installées au bord de l'eau sous des parasols à rayures, tandis que leurs douzaines d'enfants poursuivaient dans les hauts fonds quelques poissons imperturbables ou gisaient tout nus au soleil frottés d'huile de noix de coco et brillant comme des miroirs. Rosemary venait d'atteindre la plage quand un garçon d'une dizaine d'années la dépassa en courant et se jeta dans l'eau avec un hurlement de joie. Se sentant observée par tous ces inconnus, elle enleva son peignoir et le suivit. Elle nagea quelques mètres, s'aperçut qu'il y avait très peu de fond, reprit pied et continua d'avancer vers le large, luttant de toute la force de ses jambes minces contre la résistance de l'eau. Lorsqu'elle en eut jusqu'à la poitrine, elle se tourna pour regarder la plage. Un homme chauve, en short, qui bombait le torse et rentrait le ventre, l'observait attentivement derrière son monocle. Voyant que Rosemary l'observait à son tour, il lâcha son monocle qui se perdit dans la toison comiquement frisottée de son torse et remplit son verre avec une bouteille de quelque chose qu'il tenait à la main. Rosemary enfonça le visage dans l'eau et d'un crawl assez peu orthodoxe se dirigea vers le plongeoir. La fraîcheur de l'eau montait vers elle peu à peu, dissipait la trop grande chaleur qui lui caressait tendrement les cheveux, s'insinuait jusqu'au plus secret de son corps. Elle s'y tournait, s'y retournait, l'étreignait, s'y abandonnait. Elle atteignit le plongeoir hors d'haleine, mais, comme une femme très bronzée et aux dents très blanches la regardait venir, elle prit soudain conscience de l'agressive blancheur de son propre corps, se tourna sur le dos et revint vers la plage. Au moment où elle sortait de l'eau, l'homme au torse frisotté qui tenait toujours sa bouteille s'approcha d'elle. « Méfiez-vous, dit-il, il y a des requins de l'autre côté du plongeoir. » Il était de nationalité incertaine, mais parlait anglais avec l'accent traînant d'Oxford. « Hier, ils ont dévoré 2 marins de la flotte anglaise qui est mouillée à Golfe-Juan. »« Seigneur, » s'écria Rosemary, « ce qui les attire, ce sont les détritus de la flotte. » Son regard se fit glacial, brusquement, pour bien marquer qu'en osant l'aborder, il n'avait cherché qu'à la mettre en garde. Puis il fit 2 pas de côté et remplit à nouveau son verre. S'étant aperçue non sans plaisir que ce court dialogue avait attiré l'attention sur elle, Rosemary chercha un endroit où s'asseoir. Chaque famille considérait visiblement comme sa propriété personnelle la langue de sable qui prolongeait son parasol. Mais on se parlait d'un territoire à l'autre, on se rendait visite. C'était une vraie communauté, organisée et cohérente, à laquelle il paraissait outrecuidant de vouloir s'intégrer. Un peu plus haut, là où la plage était couverte d'algues sèches et de galets, elle aperçut quelques personnes dont la peau était aussi blafarde que la sienne. Ils n'avaient pas de parasol, s'abritaient sous de simples ombrelles et ne faisaient manifestement pas partie des indigènes de l'endroit. Rosemary décida d'élire domicile à mi-chemin de ces blafards et des bronzés et posa son peignoir sur le sable. Ainsi allongée, elle n'entendit d'abord que des voix confuses, sentit des pas qui la contournaient en passant,
des ombres qui s'interposaient entre elle et le soleil. Un chien fureteur et indiscret vint lui renifler nerveusement le cou. La chaleur lui brûlait lentement la peau et elle percevait le étouffé des vagues qui venaient mourir au bord de la plage. Peu à peu, cependant, son oreille arrivait à distinguer les voix l'une de l'autre, et elle prit bientôt conscience de quelqu'un qui racontait avec un ricanement de mépris que cet Abe North, la nuit dernière, avait enlevé à Cannes un garçon de café pour le scier en deux. Cette information était fournie par une femme en robe longue, vestige évident de la soirée qu'elle évoquait, qui portait dans ses cheveux blancs un diadème et sur l'épaule une orchidée maussade qui achevait de se faner. Rosemary, qui trouvait cette femme et ses amis plutôt antipathiques, préféra se tourner de l'autre côté. À quelques mètres d'elle, une jeune femme, abritée sous plusieurs parasols, dressait une liste d'objets à partir d'un livre posé sur le sable. Elle avait dégrafé le haut de son maillot de bain. Ses épaules et son cou, d'un brun rouge tirant sur l'orange, brillaient au soleil, rehaussant l'éclat velouté de son collier de perles. Son visage était sévère, émouvant et superbe. Elle regardait Rosemary sans la voir. Un homme assez beau se tenait derrière elle. Il avait une casquette de jockey et un maillot à rayures rouges. Venait ensuite la femme très bronzée que Rosemary avait aperçue sur le plongeoir, qui, l'ayant reconnue, lui rendit son regard. Puis un homme au visage allongé, surmonté d'une crinière dorée presque léonine. Il était nu-tête, portait un maillot bleu et paraissait plongé dans une discussion extrêmement sérieuse avec un jeune homme en maillot noir, de type indiscutablement latin. Ils tripotaient tous les deux en parlant de petits débris d'algues. Rosemary pensa qu'ils devaient être américains, pour la plupart, mais quelque chose les différenciait nettement des Américains qu'elle avait rencontrés jusque-là. Elle comprit au bout d'un moment que l'homme à la casquette de jockey jouait pour ses amis une petite comédie confidentielle. Il avait saisi un râteau et marchait d'un pas solennel, en faisant mine d'enlever les galets et en tenant des propos parodiques et incompréhensibles qui n'altéraient en rien la gravité de son visage. Il exagérait tellement ses mimiques que la moindre de ses paroles faisait rire les autres aux éclats. Ce qui finit par attirer l'attention de tout le monde sur la plage, même de ceux qui, comme Rosemary, étaient trop éloignés pour entendre ce qu'il disait, si bien que la jeune femme au collier de perles fut bientôt la seule à ne pas l'écouter. Peut-être était-ce pudeur de propriétaire, mais à chaque nouvelle vague de rire, elle s'intéressait de plus près à sa liste. Une voix tomba brusquement du ciel sur Rosemary. C'était l'homme au monocle. « Vous êtes une sacrée nageuse. » Elle refusa le compliment. « Si, une sacrée nageuse. Je m'appelle Campion. Et il y a là une dame qui affirme vous avoir vu à Sorrente et savoir qui vous êtes et qui désire beaucoup faire votre connaissance. » Rosemary jeta autour d'elle un regard ennuyé. Il s'agissait du groupe à la peau blafarde. Elle se leva à contre-cœur. « Mrs. Abrams, Mrs. McKisco, Mr. McKisco, Mr. Dumfries. »« Nous savons très bien qui vous êtes, dit la femme en robe longue. Vous êtes Rosemary Hoyt. Et j'étais tellement certaine de vous avoir reconnue à Sorrente que j'ai interrogé le portier de l'hôtel. Nous vous trouvons tous merveilleuses et nous voudrions savoir pourquoi vous ne rentrez pas en Amérique pour tourner un film aussi bouleversant et merveilleux que le premier. » Ils lui firent place avec une affectation un peu trop appuyée. Malgré son nom, la femme qui l'avait reconnue n'était pas juive. Elle appartenait à ces généreuses natures imperméables à toute épreuve qui parviennent à s'intégrer aux générations qui les suivent grâce à une expérience sans faille et une excellente digestion. « Nous voulions vous mettre en garde contre les brûlures du premier jour, reprit-elle avec bonne humeur, car votre peau est un bien extrêmement précieux, mais il règne un tel conformisme sur cette plage que nous avions peur de vous importuner. »
Nous nous demandions si vous apparteniez au complot, dit Mrs. McKiskall. C'était une assez jolie femme à l'œil sournois, douée d'une vitalité déconcertante. Nous n'arrivons pas à savoir qui en est et qui n'en est pas. Ainsi cet homme, avec qui mon mari s'est montré si aimable, voilà qu'il est à la tête des conjurés, le maître d'œuvre, paraît-il. Le complot ? Quel complot ? Demanda Rosemary, qui comprenait mal. Nous l'ignorons, ma chère, dit Miss Abrahams, avec un petit rire nerveux de femme corpulente. Nous n'en faisons pas partie. Nous ne sommes que spectateurs. Maman Abrahams est un complot à elle toute seule, déclara Mr. Dumfries, un jeune homme efféminé aux cheveux blonds filasses. Campion le menaça de son monocle. Royal, voyons, ne joue pas les langues de vipère. Rosemary les regardait avec ennui. Elle les trouvait antipathiques, comparés aux autres, surtout ceux qui occupaient l'autre bout de la plage et qui avaient éveillé son attention. Elle aurait voulu que sa mère soit là. Sa mère avait un sens inné des conventions sociales, élémentaires mais efficaces, qui les avait souvent tirées de situations délicates avec précision et rapidité. Alors que la célébrité de Rosemary remontait à peine à 6 mois et que le savoir-vivre des Français, découvert pendant son adolescence, se heurtait parfois aux manières plus libres des Américains apprises par la suite, créant chez elle un étrange malaise qui lui ôtait tous ses moyens. Cette histoire de complot agaçait manifestement Mr. McKiskall. Il regardait au loin avec ostentation. C'était un homme d'une trentaine d'années, incroyablement maigre et tout piqueté de taches de rousseur. Après un bref coup d'œil à sa femme, il se tourna soudain vers Rosemary. « Longtemps que vous êtes là ?» demanda-t-il d'un ton rogue. « Ce matin. »« Ah !» Espérant qu'on allait enfin parler d'autre chose, il consentit à regarder les autres. « Vous comptez rester tout l'été ?» s'enquit naïvement Mrs. McKiskall. « Ça vous permettra de suivre en détail le déroulement du complot. » « Violet, pour l'amour du ciel, parle d'autre chose !» s'écria son mari. « Trouve un autre sujet de plaisanterie, pour l'amour du ciel !» Mrs. McKiskall se pencha vers Mrs. Abrahams et murmura en détachant chaque syllabe « Il est très énervé. »« Mais pas du tout, » protesta Mr. McKiskall. « Je ne suis pas énervé du tout. » Il était visiblement en train de rôtir. Une teinte cuivrée à reflets grisâtres lui couvrait le visage et lui donnait un air hagard. Comprenant brusquement ce qui lui arrivait, il courut vers la mère, suivi de son épouse. Sautant sur l'occasion, Rosemary les suivit. Mr. McKiskall prit une large inspiration, plongea, et les bras raidis comme 2 battoirs se mit à fouetter furieusement la Méditerranée, donnant à entendre qu'il nageait le crawl, mais reprit pied en suffoquant et regarda autour de lui, stupéfait de constater qu'il était encore si près du rivage. « Arrive pas à respirer, dit-il. Arrive pas à comprendre comment on fait pour respirer. » Il interrogeait Rosemary du regard. « Je crois qu'il faut souffler lorsqu'on est dans l'eau, expliqua-t-elle, et inspirer au 4e battement en tournant la tête sur le côté. Respirer, pour moi, c'est le plus difficile. On va jusqu'au plongeoir ?» L'homme à la crinière léonine était allongé sur le plongeoir qui se balançait à la surface de la mer. Une vague plus forte le fit basculer brusquement au moment où Mrs. McKiskall tentait d'y aborder et elle reçut un coup sur l'avant-bras. L'homme se redressa aussitôt et l'aida à grimper. « J'ai l'impression que vous vous êtes fait mal. » Il avait une voix étouffée, hésitante, un des visages les plus tristes qu'ait jamais vu Rosemary, avec de hautes pommettes d'Indien, une lèvre supérieure pendante et de grands yeux d'or sombres perdus au fond de leurs orbites. Il n'avait remué qu'un côté de la bouche en parlant, comme s'il voulait obliger sa phrase à suivre un chemin détourné avant d'atteindre Mrs. McKiskall. Il plongea 1 minute plus tard et son corps immobile glissa lentement vers la plage. Rosemary et Mrs. McKiskall le regardaient avec étonnement.
Arrivé au bout de son élan, il se plia soudain en deux, ses cuisses maigres jaillirent hors de l'eau, puis il disparut, ne laissant derrière lui qu'un léger sillage d'écume. « Excellent nageur, » dit Rosemary. La réponse de Mrs. McKiskos fut d'une agressivité surprenante. Peut-être, mais comme musicien, exécrable. Elle se tourna vers son mari qui, après 2 essais infructueux, venait enfin de se hisser sur le plongeoir et décrivait avec les bras, pour reprendre son équilibre, de larges moulinets qui ne faisaient que le déséquilibrer davantage. « J'étais en train de dire, Cabe North est peut-être excellent nageur, mais comme musicien, exécrable. »« Exact, » reconnut Mr. McKiskos de mauvaise grâce. Sa femme évoluait de toute évidence dans un univers entièrement dépendant de lui, où ses libertés étaient fort étroites. « Anne Tyle, voilà quelqu'un que j'admire, » reprit Mrs. McKiskos en se tournant vers Rosemary, comme pour la provoquer. « Anne Tyle et Joyce. J'imagine qu'à Hollywood, on connaît à peine ces gens-là, mais mon mari est l'auteur d'un essai sur Ulysse, le premier qu'on ait publié aux États-Unis. »« Je voudrais fumer une cigarette, » dit M. McKiskos d'une voix sereine. « La seule chose qui compte en ce moment pour moi. » « Ce qu'il a écrit va si loin, c'est tellement profond, n'est-ce pas, Albert ?» Elle s'interrompit brusquement. La jeune femme au collier de perles avait rejoint dans l'eau ses 2 enfants. Abe North, qui s'était glissé sous l'un d'eux par surprise, l'avait pris à califourchon sur ses épaules, puis s'était redressé d'un bond, surgissant à la surface de la mer comme une île volcanique. L'enfant hurlait de peur et de plaisir, et la jeune femme observait la scène avec un calme imperturbable, sans même esquisser un sourire. « C'est sa femme ?» demanda Rosemary. « Non, c'est Mrs. Diver. Il n'habite pas à l'hôtel. » Mrs. McKiskos ne quittait pas des yeux le visage de la jeune femme comme pour le photographier. Au bout d'un moment, elle se tourna vers Rosemary avec nervosité. « C'est la première fois que vous voyagez à l'étranger ?»« Non, j'ai fait mes études à Paris. »« Ah, parfait. Vous savez donc que pour profiter vraiment d'un voyage, il faut être en contact avec des autochtones, des Français authentiques. » « Qu'espèrent donc ces gens-là ?» Elle pointa l'épaule gauche en direction de la plage. « Ils vivent en bande les uns sur les autres. Nous avions des piles de lettres d'introduction. Nous avons rencontré ce qui se fait de mieux à Paris comme artiste et comme écrivain. C'était fascinant. » « J'imagine. Mon mari termine son premier roman, figurez-vous. »« Vraiment ?» Rosemary se sentait l'esprit complètement vide. Elle se demandait seulement si, malgré la chaleur, sa mère avait pu s'assoupir un moment. « Un roman qui a le même point de départ qu'Ulysse, » continuait Mrs. McKiskos, « mais au lieu de tout ramasser en 24 heures, mon mari a étalé l'histoire sur un siècle. Il a pris un vieil aristocrate français complètement ruiné et l'a confronté à l'âge de la machine, ce qui... » « Violet, pour l'amour du ciel, ne raconte pas mon histoire à tout le monde, » soupira Mr. McKiskos avec agacement. « Je ne veux pas qu'elle ait traîné partout avant la parution du livre. » Rosemary regagna la plage, ramassa son peignoir, s'endrapa les épaules qui commençaient à brûler sérieusement et s'allongea de nouveau au soleil. L'homme à la casquette de jockey allait d'un parasol à l'autre. Il tenait une bouteille et des petits verres. Ses amis se levaient peu à peu, se regroupaient et finirent par se retrouver tous sous le même parasol. Rosemary se dit qu'il devait fêter le départ de quelqu'un et boire un dernier verre en son honneur. Il y avait une telle animation sous ce parasol que les enfants eux-mêmes en étaient conscients et tournaient la tête vers lui, et Rosemary eut le sentiment que l'homme à la casquette de jockey en était le chef et le centre. Midi régnait au ciel et sur la mer. Le reflet blanc de Cannes, à quelques kilomètres, n'était plus qu'un mirage de calme et de fraîcheur. Un petit bateau, au voile gonflé comme un rouge-gorge, apparut au large, s'ouvrant un chemin dans le bleu presque noir de la mer, et tout semblait mort sur le littoral. Aucun signe de vie nulle part, sinon dans la lumière feutrée de ce parasol où quelque chose était en train de se passer dans un tremblement de couleurs et d'éclats de voix. Rosemary vit Campion qui s'approchait d'elle et s'arrêtait à quelques pas. Elle ferma les yeux comme si elle dormait, puis les entr'ouvrit doucement,
distingua 2 colonnes confuses et brouillées qui devaient être des jambes. L'homme voulut traverser un nuage de sable, mais le nuage s'envola vers l'immensité du ciel surchauffé. Rosemary s'endormit pour de bon. Elle s'éveilla, couverte de transpiration, pour constater que la plage était vide. Seul l'homme à la casquette de jockey pliait un dernier parasol. Comme elle demeurait étendue, le regard encore ébloui, il vint vers elle. « J'avais l'intention de vous réveiller avant de partir, » dit-il. « C'est dangereux les premiers jours de vouloir bronzer trop longtemps. »« Merci. » Elle s'aperçut qu'elle avait les jambes rouges vifs. « Seigneur !» s'écria-t-elle. Elle éclata de rire franchement pour l'inviter à poursuivre la conversation, mais Dick Diver emportait une tente de plage et un parasol vers une voiture qui l'attendait. Elle courut dans l'eau pour effacer cette transpiration. Il revint, ramassa un râteau, une pelle et un seau qu'il cacha dans le creux d'un rocher, puis jeta un dernier coup d'œil autour de lui pour être sûr de ne rien oublier. « Avez-vous l'heure » demanda Rosemary. « 1h30 environ. » Ils regardèrent ensemble un moment vers le large. « Ce n'est pas une mauvaise heure, » dit enfin Dick Diver. « Ce n'est pas l'une des plus mauvaises de la journée. » Il tourna le visage vers elle et elle pénétra un instant dans le bleu éclatant de ses yeux. Elle vécut un instant dans cet univers avec assurance et avidité. Puis il ramassa un dernier objet, le mit sur son épaule et s'éloigna vers sa voiture, tandis qu'elle sortait de l'eau, secouait son peignoir et regagnait l'hôtel. Il n'était pas loin de 2 heures lorsqu'elles pénétrèrent dans la salle à manger. Les branches de pin au dehors dessinaient sur les tables vides un constant va-et-vient d'ombre et de lumière. 2 garçons qui rangeaient des assiettes, en parlant en italien volubile, se turent brusquement à leur entrée et leur servirent un condensé assez sommaire de ce qui figurait au menu du jour. « Sur la plage, » dit Rosemary, « je viens de tomber amoureuse. »« De qui ?»« De plusieurs personnes, d'abord que j'ai trouvées tout à fait charmantes, d'un homme ensuite. »« Tu lui as parlé ?»« Quelques mots à peine. » Très séduisant, cheveux brun-roux, elle mangeait avec un appétit vorace. Mariée, bien sûr, comme il se doit. Sa mère, qui était sa meilleure amie, profitait de la moindre occasion pour la conseiller et lui servir de guide, attitude qu'on rencontre souvent dans les milieux de théâtre, mais qui, dans le cas de Mrs. Elsie Spears, avait ceci d'un peu particulier, elle ne cherchait pas à compenser par là un quelconque échec personnel. Mrs. Spears n'éprouvait aucune amertume envers l'existence, aucune frustration. 2 fois mariée et fort bien, 2 fois veuve, son stoïcisme naturel s'en était trouvé chaque fois renforcé. L'un de ses maris était officier de cavalerie, l'autre médecin militaire. Il lui avait légué un certain bien qu'elle s'efforçait de transmettre intact à sa fille. Elle l'avait aguerri en ne lui passant rien. En épargnant de son côté ni sa tendresse ni sa peine, elle avait su lui inculquer un idéalisme sincère, mais si profondément nourri d'elle-même que Rosemary ne connaissait le monde qu'à travers les yeux de sa mère. Tout en restant une enfant sans problème, elle se trouvait donc protégée par une double armure, celle de sa mère et la sienne propre. Et face à la vulgarité, la trivialité, la facilité, elle avait déjà des réactions d'adulte. Mais le succès inattendu qu'elle venait de rencontrer au cinéma faisait comprendre à Mrs. Spears qu'il était temps de la sevrer spirituellement. Et le jour où cet idéalisme exigeant, impatient, parfois même excessif, réussirait enfin à se nourrir de quelqu'un d'autre, elle en éprouverait plus de soulagement que de chagrin. « Tu aimes donc cet endroit ?»« J'aimerais beaucoup connaître ces gens-là. Il y en a d'autres sur la plage, un autre groupe plutôt antipathique. Ils m'ont tout de suite reconnu. Où qu'on aille, c'est drôle, tout le monde a l'air d'avoir vu d'Alice Girl. » Mrs. Pierce attendit que ce petit accès de vanité s'éteigne de lui-même, puis elle dit, comme sans y penser, « Earl Brady, à propos, quand vas-tu le voir? Je pensais qu'on irait cet après-midi.
Tu es reposé, bien sûr. Vas-y, toi, moi je reste. Tu préfères attendre demain? Je préfère que tu y ailles seul, c'est tout près d'ici, et puisque tu parles français couramment. Oh maman, rien d'autre à proposer que des corvées, tu es sûr? Bon, d'accord, tu iras plus tard. Mais il faut le faire avant de partir, n'oublie pas. Après le déjeuner, elles se sentirent brusquement submergées l'une et l'autre par un sentiment d'ennui écrasant que connaissent tous les Américains en voyage, dès qu'ils sont installés dans un endroit tranquille. Aucun élan ne les stimule, aucune voix ne les appelle de l'extérieur, aucun fragment de leur pensée ne fait naître d'écho dans la pensée de quelqu'un d'autre. Ils se sentent tellement privés de New York et de ses tumultes qu'ils ont le sentiment que toute vie s'est arrêtée. « Oh, maman, ne restons pas plus de 3 jours », soupira Rosemary pendant qu'elle regagnait leur chambre. Un vent paresseux jouait au dehors avec la chaleur, la poussait doucement à travers les palmiers, en soufflait de petites bouffées entre les fentes des persiennes. « Et cet homme sur la plage dont tu es tombée amoureuse? »« Oh, je n'aime personne, maman. Personne d'autre que toi. » Rosemary s'arrêta à la réception de l'hôtel pour demander l'horaire des trains à M. Gauss. Le portier en uniforme brun kaki rôdait devant la porte du bureau et la dévisageait avec curiosité, mais très vite il retrouva sa discrétion professionnelle. Elle prit un car pour se rendre à la gare. 2 serveurs obséquieux s'y trouvaient avec elle. Ils gardèrent le silence pendant tout le trajet, ce qui la mit mal à l'aise. Elle avait envie de leur dire « Allez-y, parlez, plaisantez, ça ne me gêne pas du tout. » La chaleur était suffocante dans le compartiment de première classe. Les affiches bariolées des compagnies de chemin de fer représentant le pont du Gard, le théâtre d'Orange, les sports d'hiver à Chamonix, donnaient une plus grande impression de fraîcheur que l'immense mer immobile de l'autre côté de la vitre. Contrairement aux trains américains pénétrés de leur propre destin de bolide, qui n'ont que mépris pour le monde extérieur, trop lent à leur gré et trop vite essoufflé, ce petit train entretenait d'étroites relations avec le pays qu'il traversait. Il éparpillait en passant la poussière des palmiers, mêlait ses escarbilles aux fumures des jardins. Rosemary se disait qu'en se penchant un peu, elle pourrait toucher les fleurs. Une douzaine de cochers de fiacre somnolaient sur leur siège devant la gare de Cannes. En ce début d'été, les magasins de luxe et les palaces de la Croisette ne regardaient la mer qu'à travers leurs rideaux de fer et leurs volets fermés. Existait-il une saison pour eux? Ça paraissait tout à fait incroyable. Rosemary, plus ou moins atteinte déjà par les engouements de la mode, éprouvait une sorte de gêne, comme si elle avouait publiquement un intérêt morbide pour les agonisants. Comme si, en la reconnaissant, les gens allaient se demander ce qu'elle venait faire là, dans cette torpeur moribonde, entre les plaisirs de l'hiver passé et ceux de l'hiver à venir, alors que le monde réel continuait de gronder frénétiquement dans le nord. Elle sortait d'une pharmacie où elle venait d'acheter de l'huile solaire lorsqu'une femme qu'elle reconnut comme étant Mrs. Driver passa devant elle, les bras chargés de coussins. Elle se dirigeait vers une voiture stationnée le long du trottoir. Un basset noir se mit à aboyer en l'apercevant, ce qui réveilla le chauffeur en sursaut. Elle monta dans la voiture. Son superbe visage était impassible. Ses grands yeux, sérieux et attentifs, regardaient devant eux sans se fixer sur rien. Elle portait une robe rouge vif et ses jambes bronzées étaient nues. Son épaisse chevelure dorée traversée de reflets plus sombres évoquait la crinière d'un chocho. Ayant une demi-heure à attendre avant de reprendre son train, Rosemary s'assit sur la croisette à la terrasse du café des Alliés que les arbres plongeaient dans une ombre verte. Un orchestre essayait d'attirer une improbable clientèle étrangère en jouant les refrains du carnaval de Nice et quelques mélodies américaines qui dataient de l'hiver précédent. Elle avait acheté pour sa mère le Temps et le Saturday Evening Post. Elle commanda une citronnade et se plongea dans les mémoires d'une princesse russe que publiait le Poste. L'évocation de cette société du XIXe siècle avec ses fastes révolus lui parut plus vivante et plus proche d'elle-même que les gros titres du journal français.
Le sentiment éprouvé à l'hôtel l'avait envahi à nouveau. Habitué à voir les événements les plus inattendus classés par les journaux de son pays en tragédie ou comédie avec une précision maniaque, incapable de démêler d'elle-même l'essentiel de l'accessoire, elle avait à nouveau l'impression que la vie en France s'était arrêtée. Impression renforcée par la musique de l'orchestre, une musique nostalgique et désolée, comme celle qui accompagne au music-hall les numéros d'acrobates. Elle fut contente de retrouver l'hôtel Gauss. Le lendemain, elle avait les épaules trop à vif encore pour pouvoir se baigner. Elles louèrent donc une voiture, sa mère et elle, après un sévère marchandage, car Rosemary avait appris en France la valeur de l'argent, et flânèrent le long des petits fleuves côtiers de la Riviera. Le chauffeur, une sorte de tsar russe, genre Ivan le Terrible, leur servait en même temps de guide, et les noms de villes resplendissantes, Cannes, Nice, Monte-Carlo, s'éveillaient lentement de leur somnolence engourdie, évoquaient à voix basse les rois d'autrefois qui étaient venus là pour dîner un soir ou mourir, les maharajas fabuleux qui jetaient aux pieds des danseuses anglaises des poignées de pierres précieuses effilées comme des yeux de Bouddha, les princes russes qui réinventaient pendant des semaines les crépuscules sur la Baltique dans les anciens temps du caviar. Ce qui surnageait tout le long de la côte, c'était l'odeur des Russes d'autrefois, avec leurs librairies et leurs confiseries désertes. 10 ans plus tôt, lorsque la saison s'achevait en avril, on avait refermé le portail de l'église orthodoxe, mis au frais dans les caves en prévision de leur retour, le champagne qu'ils préféraient. « Nous reviendrons, avait-il dit. Nous reviendrons l'année prochaine. » C'était une promesse prématurée. Ils ne sont jamais revenus. Ce fut très charmant de regagner l'hôtel en fin d'après-midi avec la mer en contrebas qui prenait des couleurs aussi mystérieuses que celles de l'agate et de la cornaline dans les rêves d'enfance, plus vertes que le lait verdi, plus bleues que l'eau des lessiveuses, d'un rouge plus sombre que le vin. Ce fut très charmant de voir les gens dîner sur le pas de leur porte, d'entendre le grincement fiévreux des pianos mécaniques assourdis par la vigne vierge des pergolas au fond des petits cafés de campagne. Lorsqu'elles quittèrent la corniche d'or pour descendre vers l'hôtel Gauss, les arbres gagnés par la nuit glissaient les uns derrière les autres en prenant tous les tons possibles de vert, tandis que la lune montait lentement au-dessus des ruines de l'aqueduc. Quelque part au milieu des collines, on dansait. Allongée sous sa moustiquaire, qui dans le clair de lune avait des allures de fantôme, Rosemary écoutait cette musique lointaine et finissait par reconnaître qu'il s'en dégageait une certaine gaieté. Elle pensait à ces gens charmants découverts sur la plage. Elle pensait que ce serait bon de les retrouver le lendemain matin, mais sans doute vivaient-ils en petits clans, repliés sur eux-mêmes. Et quand ils avaient disposé autour d'eux leurs parasols, leurs claies de roseaux, leurs enfants et leurs chiens, le coin de plage qu'ils occupaient devenait une vraie forteresse. Mais elle se promit, quoi qu'il arrive, qu'elle ne passerait pas ces 2 dernières matinées avec les gens de l'autre groupe. Le problème se trouva résolu de lui-même. Les McKisco n'étaient pas encore là et elle venait à peine de s'allonger sur son peignoir lorsque 2 hommes, celui à la casquette de jockey et le très grand à la crinière léonine, qui sciaient en 2 les garçons de café, se détachèrent du petit groupe pour venir vers elle. « Bonjour, » dit Dick Diver. Quelques secondes de silence. « Coup de soleil ou pas, pourquoi avez-vous disparu toute la journée d'hier ? Nous nous sommes beaucoup inquiétés. » Elle se redressa, et son petit rire amusé prouvait qu'elle était ravie de cette intrusion. « Nous nous demandions si vous accepteriez de vous joindre à nous ce matin, » continua Dick Diver. « Il y a de quoi boire, de quoi manger, c'est donc une invitation tout à fait substantielle. » Il semblait très doux, très charmant. Sa voix était une promesse, la promesse de s'occuper d'elle, de lui donner très vite accès à un monde inconnu, de faire naître pour elle les événements les plus étourdissants. Il s'arrangea pour ne pas prononcer son nom en faisant les présentations, laissant entendre ainsi qu'ils savaient tous qui elle était, mais qu'ils s'interdisaient d'empiéter sur sa vie privée.
raffinement de courtoisie que depuis son succès, Rosemary n'avait plus jamais rencontré en dehors des gens de sa profession. Nicole Diver cherchait dans un livre de cuisine la recette du poulet Maryland. Ses perles brillaient sur sa peau bronzée. Rosemary se dit qu'elle devait avoir dans les 24 ans. On pouvait décrire son visage en termes de beauté classique, mais il paraissait au départ avoir été créé sur un trop grand format dans des proportions excessives, avec une ossature épaisse, fortement accusée, comme si les traits principaux, le dessin des sourcils et du front, le teint lui-même, tout ce qui évoque pour nous le tempérament et le caractère, avait été conçu dans un premier temps avec un emportement héroïque par un disciple de Rodin, puis longuement ciselé et poli, pour le conduire vers une beauté si parfaite que l'erreur la plus infime lui aurait fait perdre à jamais son évidence et son pouvoir. C'est en s'attaquant à l'arrondi des lèvres que le sculpteur avait couru les plus grands risques. Il reproduisait en effet l'arc même de Cupidon, tel que l'affichent toutes les covergirls, sans rien enlever cependant à la majesté de l'ensemble. « Vous êtes là pour longtemps ?» demanda Nicole d'une voix sourde presque sans timbre. Rosemary se dit soudain qu'elle pouvait très bien rester une semaine de plus, et elle ne fit rien pour repousser cette idée-là. « Pas très longtemps, je pense, » répondit-elle évasivement. « Nous avons déjà beaucoup voyagé, nous avons débarqué en Sicile au mois de mars, et nous sommes remontés vers le nord par petites étapes. J'ai attrapé une pneumonie en janvier pendant le tournage d'un film, et je suis ici en convalescence. Mon Dieu, mais c'est arrivé comment? Oh, en nageant. » Elle éprouvait toujours une certaine réticence à parler d'elle-même. Je devais être déjà plus ou moins grippé, sans m'en rendre compte. Et au cours d'une scène, à Venise, il fallait que je plonge dans un canal. C'était un film à gros budget. On m'a donc demandé de plonger, de replonger, toute la matinée. Ma mère avait fait venir un médecin, mais il n'a rien pu empêcher. J'ai attrapé une pneumonie. Et sans leur laisser le temps de répondre, elle parla brusquement d'autre chose. « Vous aimez cet endroit ?»« Ils peuvent pas faire autrement, » murmura Abe North. « Ils l'ont inventé. » Il tourna lentement la tête et son regard se posa sur Dick et sur Nicole avec une sincère et tendre affection. « Inventé, comment ça ?»« C'est la seconde année seulement que l'hôtel reste ouvert en été, » expliqua Nicole. « L'an dernier, nous avons réussi à persuader les Ghosts de ne garder qu'un cuisinier, un concierge et un chasseur. Ça a marché, cette année ça marche encore mieux. Mais vous n'habitez pas l'hôtel. Nous avons fait construire une villa à Tarm. » « L'idée de départ est très simple, » intervint Dick Diver, en modifiant l'inclinaison d'un parasol pour chasser un rayon de soleil qui effleurait l'épaule de Rosemary. La plupart des plages du nord, comme Deauville, sont envahies l'été par des Anglais ou des Russes qui se moquent éperdument d'avoir froid, alors que nous autres Américains, nous appartenons pour moitié à des régions de climat tropical. C'est pour ça que nous commençons à venir ici. Le jeune homme de type indiscutablement latin était en train de feuilleter le New York Herald Tribune. « Mais enfin, dit-il brusquement, de quelle nationalité sont tous ces gens-là » Il se mit à lire avec un accent français légèrement marqué. « On nous signale l'arrivée au Palace Hôtel de Vevey de M. Pandeli Vlasco, de Mme Bonnehasse, je vous jure que je n'invente rien, de Corina Medonca, de Mme Pache, de Séraphin Tullio, de Maria Amalia Rotomais, de Moïse Stoibel, de Madame Paragoris d'Apostel Alexandre, de Yolanda Yosfuglu et de Geneveva de Momu. » Ça, c'est la plus fascinante de toutes. Geneveva de Momu. On a vraiment envie de faire un saut jusqu'à Vevey pour voir à quoi elle ressemble, cette Geneveva de Momu. Il se leva d'une brusque détente et s'étira avec une sorte d'impatience. Il était un peu plus jeune que Dick et Cape North, très grand, très fort, mais très mince de corps, bien que solidement musclé, les épaules surtout, et le haut des bras. D'une beauté assez banale au premier regard, mais il portait sur le visage une sorte d'ennui permanent qui ternissait l'éclat de ses yeux bruns foncés. C'est à ses yeux pourtant qu'on repensait plus tard, lorsqu'on avait oublié la moue désabusée de cette bouche et ce front constamment plissé sous le poids d'une souffrance inconnue. Nous avons découvert quelques noms d'Américains assez savoureux. La semaine dernière, dit Nicole,
une certaine Mrs. Evelyn Oyster, et... qui d'autre déjà? Il y avait un Mr. Flesh. Dick s'était levé à son tour, avait saisi un râteau et d'un air extrêmement sérieux avait entrepris de nettoyer la plage des quelques pierres qui l'encombraient. « Mr. Flesh, c'est ça. Ça ne vous donne pas la chair de poule, comme on dit en français ?» C'était très rassurant de se retrouver seul avec Nicole, se dit Rosemary, presque plus rassurant que d'être seul avec sa mère. Abe North parlait du Maroc avec le jeune Français qui s'appelait Barban, et Nicole, qui avait fini d'étudier sa recette, s'était mise à coudre. Rosemary détaillait leur équipement avec curiosité, 4 grands parasols qui créaient comme un dôme d'ombre, une cabine de bain portative qui permettait de se changer, une bouée gonflable en forme de cheval, et toute une série d'objets qu'elle n'avait jamais vus nulle part qui marquaient la reprise d'un certain commerce de luxe, interrompu pendant la guerre et qui venaient manifestement de trouver leurs premiers acquéreurs. Elle avait tout de suite compris qu'ils étaient dans le vent, toujours à l'affût de la mode, et sa mère l'avait souvent mise en garde contre ce genre de bourdons parasites, comme elle les appelait, mais Rosemary ne partageait pas ce point de vue. Au contraire. Jusque dans leur façon de ne rien faire, de rester aussi immobile que la matinée elle-même, elle pressentait comme un dessein secret, une direction, un but à atteindre, un obscur travail de création différent de tout ce qu'elle connaissait. Elle n'avait pas encore assez de maturité d'esprit pour comprendre l'exacte nature du lien qui les unissait. Elle n'était sensible qu'à leur attitude extérieure, à la façon dont ils se comportaient avec elle, mais ce dessein secret qu'elle avait pressenti, ce charme qui circulait de l'un à l'autre comme il fallait bien lui donner un nom, elle se disait tout simplement qu'ils étaient heureux d'être ensemble. Elle examina les 3 hommes, l'un après l'autre, en s'efforçant d'être impartiale. Beaux tous les 3, chacun à sa façon. Distingués tous les 3, et elle sentait que cette distinction leur était naturelle, faisait partie de leur être même, de leur vie passée, de leur vie future, sans obéir aux circonstances, comme c'est le cas chez les comédiens par exemple. Elle sentait également qu'il y avait en eux une sorte de pudeur, de réserve profonde, qui n'avait rien de commun avec la gentillesse aimable et bourrue des metteurs en scène. Comédiens et metteurs en scène, voilà ce qu'elle connaissait en tant qu'homme. Ils incarnaient pour elle jusqu'ici le savoir et l'intelligence. Elle n'en avait jamais rencontré d'autres à l'exception d'une masse imprécise et plutôt disparate d'étudiants de Yale aperçus au cours de l'automne précédent pendant un bal de promotion et qui n'attendaient de l'amour qu'une succession de petits coups de foudre. Ces 3-là, c'était autre chose. Barban était sûrement le moins raffiné, avec quelque chose d'amer, de sarcastique, une politesse un peu guindée, presque superficielle. Abe North dissimulait derrière sa timidité maladive une qualité d'humour désespéré qui l'amusait tout en lui faisant peur. Elle était trop sérieuse, et elle le savait pour produire sur lui une impression durable. Quant à Dick Diver, c'était la perfection même. Elle l'admirait en silence, un teint délicatement roux hâlé par le grand air, des cheveux coupés courts qui avaient la même couleur et qu'on retrouvait en toison légère sur les mains et les bras. Des yeux d'un bleu intense, presque blessant. Un nez plutôt pointu. On savait toujours à coup sûr qui il regardait et à qui il parlait. Marque d'attention particulièrement flatteuse, car qui vous regarde vraiment? Son regard se posait sur vous simplement, avec curiosité ou indifférence. Il y avait dans sa voix comme un écho lointain de sonorités irlandaises, et c'est le monde entier qu'il voulait séduire en parlant. Mais au fond, tout au fond de lui, Rosemary sentait quelque chose de solide et de rigoureux, un contrôle absolu de lui-même, une discipline et une volonté qui rejoignaient ses propres qualités. Ah, des 3, c'était lui qu'elle choisissait, et Nicole, en levant les yeux, sut qu'elle venait de le choisir, entendit le petit soupir qu'elle poussa parce qu'il appartenait déjà à une autre.
Vers midi, on vit apparaître les McKisco, Mrs. Abrams, Mr. Humphrey et le seigneur Campion. Ils avaient fait l'acquisition d'un parasol flambant neuf qu'ils plantèrent fièrement dans le sable en jetant des regards de biais aux divers, et se glissèrent dessous avec un air béat, Mr. McKisco excepté, qui préféra se tenir ironiquement à l'écart. Dick Diver passa près d'eux, en ratissant la plage, avant de regagner ses propres parasols. Les deux jeunes gens étudient ensemble un manuel de savoir-vivre, annonça-t-il à mi-voix. Espérant se frotter enfin au grand monde, dit Abe North. Mary North, la jeune femme très bronzée que Rosemary avait rencontrée sur le plongeoir le premier jour et qui venait de se baigner, eut un petit sourire féroce. « Ah !» dit-elle. « Mr. and Mrs. Peur de rien sont arrivés. »« Méfiez-vous, dit Nicole en désignant Abe. Cet homme-là est de leurs amis. Pourquoi ne va-t-il pas les saluer? Ne les trouvez-vous pas attirants? » ?»« Très attirants, reconnut Abe. Mais en ce moment, il ne m'attire pas. Voilà tout. » « Je savais d'avance qu'il y aurait trop de monde sur notre plage cet été, soupira Nicole. Je dis bien notre plage, celle que Dick a créée lui-même en enlevant soigneusement tous les galets qui l'encombraient. Elle réfléchit quelques secondes, puis baissa la voix pour ne pas être entendue des 3 gouvernantes anglaises qui travaillaient sous l'un des parasols voisins. Je les préfère malgré tout aux Anglais de l'été dernier qui n'arrêtaient pas de hurler. Cette mer incroyable, ce qu'elle est bleue, et ce ciel incroyable, ce qu'il est blanc, et le petit nez de Nelly incroyable, ce qu'il est rouge. Rosemary se dit qu'il était préférable de ne pas compter Nicole parmi ses ennemis. « Vous n'étiez pas là quand ils se sont battus ?» continuait Nicole. « C'était la veille de votre arrivée, et cet homme-là, celui qui est marié, dont le nom ressemble à une marque d'essence ou de margarine. »« McKisco ?» ?»« C'est ça, oui. Cet homme-là s'est donc disputé avec son épouse. Elle lui a jeté une poignée de sable à la figure. Alors, sans hésiter, il s'est précipité sur elle, lui a pris le visage à 2 mains et l'a frotté rageusement contre le sable. Nous étions... comment dire ? Positivement électrisés. Je voulais que Dick intervienne. » Dick Diver regardait rêveusement son matelas de raffia tressé. « Je me demande si je ne vais pas les inviter à dîner. »« Surtout pas, dit Nicole sèchement. Ce serait une excellente chose à mon sens. Ils sont là, autant nous en arranger. Nous nous en arrangerons très bien comme ça, insista-t-elle avec un petit rire. Je n'ai pas du tout envie qu'on me frotte le nez dans le sable. Je suis quelqu'un de très austère et très méprisable, expliqua-t-elle en se tournant vers Rosemary. Puis, haussant la voix, « Mettez vos maillots, les enfants !» Rosemary sut que cette baignade allait devenir capitale pour elle, qu'elle y repenserait tout au long de sa vie dès qu'elle entendrait prononcer le mot « baignade ». Ils s'étaient levés tous ensemble. Après tant d'inaction, tant d'immobilité voulue, ils se sentaient pleins d'énergie, leur force décuplée, impatients de quitter la chaleur écrasante pour la fraîcheur de l'eau, savourant à l'avance le plaisir du gourmet qui arrose d'un vin blanc bien frappé un curry aux riches épices. Chez les divers, l'horaire de chaque journée avait été conçu comme dans les civilisations les plus anciennes pour profiter au maximum de tout ce qui s'offrait et savourer pleinement le passage d'une activité à une autre. Rosemary ne pouvait pas savoir encore si, après s'être donné complètement à la baignade, on plongerait directement dans le bavardage à bâton rompu du déjeuner à la provençale ou s'il se présenterait quelque autre activité. Mais elle eut de nouveau l'impression que Dick s'occupait d'elle, qu'il l'avait prise en charge et que ce serait un bonheur pour elle de se plier à tout, comme si c'était un ordre. Nicole tendit à son mari l'étrange vêtement qu'elle venait de coudre. Il s'enferma dans la cabine de bain portative et provoqua une sorte de scandale en ressortant 1 minute plus tard vêtu d'un short transparent en dentelle noire. Un examen un peu approfondi du short en question permettait de se rendre compte que la dentelle était cousue à même un maillot couleur chair. « Ah ça, on dirait une vraie folle !» s'écria Mr. McKisco avec un mépris appuyé. Mais il se tourna aussitôt vers Mr. Humphrey et le seigneur Campion.
Oh, pardon. Cette histoire de short enchantait Rosemary. Elle était d'une telle naïveté que la fastueuse simplicité des divers la touchait au cœur, incapable encore d'en saisir la complexité, le manque absolu d'innocence, incapable de deviner qu'il s'agissait pour eux d'un choix de qualité, non de quantité, dans le clinquant de l'univers, et que cette assurance, cette simplicité, cette ouverture d'esprit, presque enfantine en apparence, la façon qu'ils avaient d'exagérer les qualités les plus banales, faisait partie d'un marchandage désespéré avec les dieux et n'avait été obtenue qu'à la suite de violents conflits qu'elle ne pouvait pas soupçonner. Pour elle, à cet instant précis, les divers représentaient le modèle le plus achevé d'une certaine classe sociale et la plupart des gens lui semblaient lourds et maladroits à côté d'eux. C'est que la notion même de qualité commençait à changer pour elle, sans qu'elle en ait encore conscience. Elle resta donc avec eux. Elle but du sherry, croqua des biscuits. Dick Diver la regardait. Ses yeux étaient devenus d'un bleu presque blanc. Il finit par écarter les lèvres, qu'il avait douces et fermes, et par dire d'une voix tranquille et pensive « Je n'avais pas vu depuis bien longtemps une jeune fille donnant à ce point l'impression d'un bourgeon qui s'ouvre. » Quelques instants plus tard, serrée contre sa mère, elle sanglotait. « Je l'aime, à en devenir folle. Jamais je n'aurais cru éprouver pour quelqu'un un sentiment pareil. Et il est marié, et je l'aime beaucoup, elle aussi. C'est sans espoir, sans aucun espoir. Oh, je l'aime, si tu savais. Je voudrais beaucoup le connaître. Elle nous a invités à dîner vendredi. Si tu aimes, tu devrais être heureuse. Tu devrais avoir envie de rire. » Rosemary la regarda. Un charmant petit tremblement traversa son visage et elle commença à rire doucement. Sa mère avait encore beaucoup d'influence sur elle. Elle était vraiment d'humeur exécrable en partant pour Monte-Carlo. Elle se fit conduire en voiture jusqu'à la Turbie par une route complètement défoncée, atteignit un vieux studio de la Gaumont en cours de réfection, griffonna quelques mots sur une carte de visite, et pendant qu'elle attendait la réponse devant la grille, elle eut l'impression d'être rentrée à Hollywood. Les étranges vestiges d'un film qu'on venait de tourner, une rue sinistre des Indes, une gigantesque baleine en carton, un arbre monstrueux couvert de cerises aussi grosses que des ballons de football s'épanouissaient là, dans leur luxuriance exotique, et s'intégraient pourtant au paysage avec autant de naturel que l'amarante, le mimosa, le chêne-liège ou les pins rabougris. Il y avait une petite cantine, 2 bâtiments qui ressemblaient à des hangars, et tout autour des quantités de gens très maquillés qui attendaient remplis d'espoir. Au bout de 10 bonnes minutes, un jeune homme aux cheveux aussi jaunes que l'aile d'un canari se précipita vers la grille. « Entrez, Miss Hoyt, entrez. Mr. Brady est sur le plateau, il va absolument vous voir. Je suis vraiment désolé qu'on vous ait fait attendre, mais les Françaises, si vous saviez, c'est effrayant ce qu'elles inventent pour essayer de franchir les barrages. » Le régisseur ouvrit une petite porte dans le mur aveugle du studio, et Rosemary s'enfonça derrière lui dans d'étranges ténèbres qui lui étaient familières et qu'on retrouvait avec joie. Des silhouettes émergeaient çà et là de cette ombre crépusculaire, tournaient vers elle leurs visages de cendre comme des âmes du purgatoire regardant passer un mortel. Des murmures, des voix étouffées, et dans le lointain, semblait-il, la sourde vibration d'un petit harmonium. Après avoir contourné plusieurs éléments de décor, ils débouchèrent sur un plateau violemment éclairé. Un comédien français, dont la chemise, le col et les manchettes étaient d'un rose éblouissant, et une comédienne américaine se tenaient immobiles, l'un en face de l'autre. Ils se regardaient en chiens de faïence. On avait l'impression qu'ils étaient là depuis des heures, dans la même position. Pendant un long moment encore, il ne se passa rien. Personne ne bougea. Une rampe de projecteur s'éteignit avec un sifflement strident, puis se ralluma. Un marteau frappait en sourdine de petits coups plaintifs, comme pour implorer le droit d'entrer dans le néant. Un visage bleu apparut soudain parmi les lumières aveuglantes, et du haut des cintres obscurs laissa tomber quelques mots incompréhensibles.
Quelqu'un qui se trouvait juste devant Rosemary rompit alors le silence. « Les bas, tu les gardes, baby, tu peux m'en abîmer 10 paires, la robe vaut 15 livres. » L'homme qui venait de parler fit un pas en arrière et se heurta à Rosemary. « Attention, Earl, » dit aussitôt le régisseur. « C'est Miss Hoyt. » Ils se rencontraient pour la première fois. Earl Brady était un homme rapide et brutal. Il l'examina des pieds à la tête en lui serrant la main, façon d'agir dont elle avait l'habitude, qui lui faisait comprendre qu'elle était de nouveau chez elle avec les gens de son milieu et qui lui procurait toujours un certain sentiment de supériorité vis-à-vis de celui qui agissait ainsi. Si son corps était un objet qu'on souhaitait posséder, autant profiter de tous les avantages inhérents à cette possession. « Je savais bien qu'on vous verrait un jour ou l'autre, » dit Earl Brady d'une voix un peu trop aiguë pour être naturelle et qui gardait une trace d'accent cockney légèrement agressif. « Avez-vous fait bon voyage ?»« Très bon, mais nous sommes contentes de rentrer. »« Oh non, restez encore un peu. Il faut qu'on discute. Il faut que je vous dise qu'il y a un film de vous. Daddy's Girl. Je l'ai vu à Paris. J'ai tout de suite télégraphié pour savoir si vous étiez sous contrat. » Je le suis désolé. « Quel film, Seigneur !» Pour ne pas sourire bêtement en ayant l'air de l'approuver, Rosemary fronça les sourcils. Personne n'a envie d'être jugé une fois pour toutes sur un seul film. Exact, parfaitement exact. Vos projets ? Ma mère estime que j'ai besoin de repos. Quand je serai rentré, nous verrons si je signe avec la First National ou si je reste chez Famous. Qui ça, nous ? Ma mère. C'est elle qui décide, je ne fais rien sans elle. Il l'examina de nouveau des pieds à la tête. Elle sentit une sorte d'élan vers lui, élan qui n'avait rien à voir avec l'admiration irréfléchie qu'elle avait éprouvée le matin même sur la plage pour l'homme à la casquette de jockey. Déclic plutôt. Elle voyait qu'il la désirait et comme ses réactions étaient encore celles d'une jeune fille, c'est avec un parfait détachement qu'elle essayait d'envisager une reddition possible. Mais elle savait déjà qu'une demi-heure, à peine après l'avoir quitté, elle l'aurait complètement oublié. Aussi complètement qu'un acteur qu'on a embrassé dans un film. « Où êtes-vous descendu ?» demanda Brady. « Ah oui, l'hôtel Gauss. Écoutez, j'ai déjà mon année programmée, moi aussi, mais ce que je vous ai écrit y a toujours. Depuis Connie Talmadge, aucune fille m'a donné autant que vous l'envie de tourner avec elle. J'ai la même réaction. Pourquoi ne revenez-vous pas à Hollywood ? C'était l'enfer pour moi, ici je suis bien. Attendez-moi, je termine ce plan et on va faire un tour. » Il regagna le tableau et se mit à parler au comédien français d'une voix très douce et très calme. Au bout de 5 minutes, il parlait toujours. Le comédien bougeait un pied de temps en temps en approuvant de la tête. Brady s'arrêta brusquement, cria quelque chose à propos des projecteurs qui se mirent à grésiller. Rosemary était de nouveau à Los Angeles. Elle respirait de nouveau, sans aucune angoisse, dans cet univers de cloisons fragiles et de toiles peintes, et elle avait envie d'y revenir. Mais elle préférait ne pas attendre Earl Brady car elle savait dans quelle disposition d'esprit il viendrait la rejoindre lorsqu'il aurait fini de tourner, et elle quitta le plateau. Elle restait pourtant légèrement envoûtée. Les rivages de la Méditerranée lui parurent moins déserts maintenant qu'elle y avait découvert un studio. Elle trouva que les gens dans la rue avaient l'air très aimables et avant de reprendre son train, elle s'acheta une paire d'espadrilles. Sa mère fut contente d'apprendre qu'elle avait suivi ses conseils à la lettre. Elle continuait pourtant de penser qu'il était grand temps qu'elle prenne le large et qu'elle apprenne à vivre seule. Mrs. Spears paraissait encore jeune, mais elle se sentait fatiguée, car c'est extrêmement fatigant de veiller près du lit d'un mort, et elle l'avait déjà fait 2 fois. Nicole Diver était d'excellente humeur grâce au rosé du déjeuner. Elle leva les bras si haut que le camélia artificiel qu'elle portait épinglé sur l'épaule vint lui frôler la joue, et gagna son jardin. C'était un superbe jardin, sans gazon ni pelouse, limité d'un côté par la maison elle-même, dont il semblait jaillir, tout en s'y engouffrant, des 2 autres côtés par le vieux village, du 4e enfin par un éperon de rochers qui s'enfonçait par paliers dans la mer. Tout ce qui était adossé au village, les vignes contrefaites,
Les citronniers, les eucalyptus paraissaient couverts de poussière. Jusqu'à la vieille brouette abandonnée là depuis peu, mais déjà déglinguée, à moitié enfoncée dans la terre, et dont le bois commençait à pourrir. Et c'était pour Nicole une stupeur toujours nouvelle de partir dans la direction opposée, de traverser un massif de pivoine et d'atteindre un coin d'ombre si fraîche et si verte que les fleurs et les feuilles s'y recroquevillaient dans une moiteur délicate. Elle avait noué autour de son cou une écharpe lilas, et malgré le soleil qui tuait toutes les couleurs, cette écharpe lilas se reflétait sur son visage et colorait jusqu'à son ombre, chaque fois qu'elle faisait un pas. Elle paraissait grave, presque insensible, mais on devinait derrière ses yeux verts l'ombre d'une angoisse attristée. Ses cheveux si blonds autrefois avaient légèrement foncé, ce qui la rendait, à 24 ans, plus belle qu'à 18, car son propre éclat égalait désormais celui de ses cheveux. Elle suivit une allée bordée de pierres blanches, surmontée d'un brouillard de fleurs presque immatériel, et atteignit une sorte de terrasse qui dominait la mer. Il y avait de petites lanternes accrochées aux figuiers, une immense table, des chaises en osier, et une large ombrelle, comme on en voit sur le marché de Sienne. Le tout groupé autour d'un pin énorme, l'arbre le plus impressionnant du jardin. Elle resta là un moment immobile, regardant sans le voir un buisson d'iris et de giroflées qui poussaient pêle-mêle, comme semés au hasard par une main distraite, et prêtant l'oreille aux échos suraigus d'une dispute qui venait de la chambre d'enfant. Le bruit s'étant perdu dans le ciel d'été, elle reprit sa marche à travers une mer de pivoine où se mélangeaient tous les tons de rose, de tulipes noires et bronzées, de rosiers délicats aux tiges presque mauves, diaphanes comme des fleurs en sucre dans une vitrine de confiseur, jusqu'au point où ce crescendo de couleurs, ayant atteint son apogée, se rompait brusquement et restait comme suspendu, tandis qu'un escalier de pierre humide descendait vers une autre terrasse quelques mètres plus bas. On trouvait là un puits dont la margelle restait fraîche et glissante même au jour d'intense chaleur. Nicole descendit encore quelques marches et atteignit son potager. Elle marchait plus vite. Elle aimait avoir quelque chose à faire, bien qu'on eût souvent l'impression, à la voir, qu'elle était apathique, indolente, plongée dans une sorte d'engourdissement qui devenait peu à peu inquiétant. C'est qu'elle connaissait peu de mots et qu'elle s'en méfiait. Lorsqu'elle était avec d'autres personnes, elle restait souvent silencieuse, ne participant à l'animation générale qu'avec une discrétion qui touchait à l'austérité. Mais si elle constatait que cette austérité faisait naître un malaise chez ceux qui la connaissaient mal, elle prenait soudain la parole et menait la conversation avec une fébrilité qui la surprenait elle-même, puis d'un coup la laissait retomber, presque confuse, comme un bon chien d'arrêt qui, ayant rapporté sa proie, estime qu'il vient d'accomplir ce qu'on attendait de lui, et peut-être même au-delà. Au moment où elle atteignait le bouillonnement vert du potager, Dick s'engagea dans l'allée juste au-dessus d'elle pour se rendre à son atelier. Elle demeura immobile pendant qu'il passait. Puis elle traversa les rangées de futures salades, s'approcha d'une grande cage où étaient enfermés des lapins, des pigeons et un perroquet. Elle fut accueillie par un concert de cris divers qui frisait l'insolence. Descendant un nouvel escalier, elle s'arrêta contre un petit mur arrondi qui surplombait la Méditerranée à 200 mètres en contrebas. Elle se trouvait au flanc de la colline, dans le vieux village de Tarmes. On s'était servi pour construire la villa et ses dépendances d'anciennes maisons de paysans adossées au rocher. 5 d'entre elles avaient été aménagées pour créer la maison. 4 autres détruites pour faire place au jardin. On n'avait pas touché au mur d'enceinte si bien que, de la route, rien ne la distinguait de l'agglomération gris-mauve du village. Nicole regarda la mer un moment, mais ce n'était pas une occupation pour elle. Elle restait là, à ne rien faire, les mains vides. Dick sortit alors de son atelier armé d'une longue vue qu'il pointa vers Cannes. Nicole apparut soudain dans son champ de vision. Il regagna aussitôt son atelier et en ressortit avec un porte-voix. Il possédait toute une collection d'instruments divers. « Nicole !»
cria-t-il dans le porte-voix. « J'ai oublié de t'avertir que par un ultime sursaut de charité chrétienne, j'ai invité Mrs. Abrams, celle qui a des cheveux blancs. » Je m'en doutais. C'est révoltant. La réponse de Nicole lui parvint avec une telle facilité que le porte-voix devenait franchement ridicule, et elle se mit alors à hurler. « Est-ce que tu m'entends ? » ?»« Oui !» Il eut un geste pour écarter le porte-voix, mais décida de s'en servir quand même. « Je crois que je vais en inviter d'autres, que je vais inviter les deux jeunes gens. »« Très bien !» répondit-elle avec le plus grand calme. « Je veux que cette soirée soit parfaitement horrible, j'y tiens absolument. Je veux qu'elle soit pleine de ruptures et de séductions, que les gens rentrent chez eux profondément blessés, que les femmes s'évanouissent dans le cabinet de toilette. Tu verras ce que je te dis. » Il rentra dans son atelier. Nicole connaissait très bien, trop bien même, cette humeur qui était la sienne, cette fiévreuse excitation qui devait gagner tout le monde, à laquelle succédait inévitablement un accès de mélancolie de forme très particulière, qu'il se gardait bien de laisser paraître, mais qu'elle devinait aussitôt. Cette excitation à partir d'objets les plus simples atteignait souvent une intensité hors de proportion avec leur importance et faisait naître en lui des adresses de virtuose tout à fait prodigieuses dans ses rapports avec les gens. Mis à part quelques spécimens coriaces d'une méfiance congénitale, il avait le don de se faire aimer, d'un amour fasciné, inconditionnel. Mais lorsqu'il découvrait à quel degré de gaspillage et de folie il était parvenu, une brusque réaction se produisait en lui, et c'est avec une sorte d'épouvante qu'il repensait parfois à certains carnavals d'affection qu'il avait voulu et conduit, comme un général repense à certains massacres dont il a ordonné l'exécution pour assouvir on ne sait quel appétit sanguinaire. Être admis pendant un moment dans l'univers de Dick Diver était de toute façon une expérience inoubliable. Il donnait aux gens l'impression d'avoir pour eux des attentions particulières, de déceler sous l'amas des compromissions qui l'avaient étouffé depuis tant d'années ce que leur vie pouvait avoir d'unique et d'incomparable. Personne ne résistait longtemps à son exquise politesse, aux égards qu'il poussait si loin et de façon si intuitive qu'on ne pouvait les mesurer qu'aux résultats qu'il obtenait. Alors, sans autre précaution de peur de laisser se faner des relations à peine écloses, il vous ouvrait les portes de son univers. Tant que vous le considériez comme un tout parfait, auquel rien ne manquait, que vous y adhériez sans réserve, il ne travaillait qu'à vous rendre heureux. Mais au premier soupçon, à la première lueur de doute qui paraissait remettre en jeu l'intégralité de cet univers, il disparaissait à vos yeux et c'est à peine si l'on se souvenait de ce qu'il avait bien pu dire ou faire. À 8h30 ce soir-là, lorsqu'il vint accueillir ses premiers invités, il tenait sa veste à la main comme une muleta de toréador, en un geste majestueux et riche de promesses. Il salua Rosemary et sa mère, puis, comme il le faisait toujours, il attendit qu'elles parlent les premières, pensant peut-être qu'en entendant leur propre voix résonner dans ces lieux inconnus, elles se sentiraient rassurées. L'état d'esprit de Rosemary pouvait se résumer ainsi. Gravir la colline avait été d'autant plus agréable que l'air devenait de plus en plus frais. Elles étaient donc prêtes, sa mère et elle, à s'extasier sur tout. Il suffit parfois d'un léger changement d'expression pour que les qualités d'un être surprenant deviennent soudain évidentes. C'était ainsi à la Villa Diana. Tout y était d'une telle perfection et si savamment calculé qu'il fallait, pour en prendre conscience, que se produise un incident aussi infime que l'apparition incongrue d'une femme de chambre en arrière-plan ou le fonctionnement pervers d'un tire-bouchon. Avec l'arrivée des premiers invités, la soirée s'animait déjà et la vie familiale de la journée, symbolisée par les enfants d'Iver et leur gouvernante, achevant le dîner sur la terrasse, lui cédait discrètement le pas. « Quel superbe jardin !» dit Mrs. Pierce. « Il doit tout à Nicole, » répondit Dick Diver. « Elle est sans arrêt sur son dos, à le houspiller, à trembler pour ses maladies.
C'est presque chaque jour que je la vois descendre avec un flacon de Flytox, de l'insecticide ou de la poudre anti-mildiou. » Il pointa brusquement l'index vers Rosemary et lui dit avec un sourire qui cherchait à masquer une sollicitude toute paternelle : « Vous, je vais vous obliger à être raisonnable. Je vais vous donner un chapeau pour la plage. » Il les précéda jusqu'à la terrasse et leur prépara des cocktails. Harold Brady, qui venait d'arriver, fut tout étonné de retrouver Rosemary. Il était beaucoup moins agressif qu'au studio, comme s'il devenait quelqu'un d'autre dès qu'il en franchissait la porte. Et Rosemary, qui le compara aussitôt avec Dick, accorda sans hésiter la préférence à ce dernier. Brady manquait tellement de légèreté et de raffinement. Une fois encore, pourtant, elle éprouva comme un élan vers lui. Il semblait très ami avec les 2 enfants qui avaient fini de dîner. « Hé, Lanier, une petite chanson maintenant. Si vous m'en chantiez une, Topsy et toi. »« Laquelle ?» demanda le petit garçon avec le bizarre accent chantonnant des jeunes Américains élevés en France. « Celle de l'ami Pierrot ?» Le frère et la sœur se mirent debout l'un à côté de l'autre, sans la moindre timidité, et leurs 2 voix aiguës s'élevèrent doucement dans le soir. « Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. » La chanson terminée, ils accueillirent les applaudissements avec un sourire amusé. Les derniers rayons du soleil éclairaient leurs petits visages et Rosemary eut l'impression que cette Villa Diana était devenue le centre du monde. Quand on venait d'atteindre à un tel degré d'émotion, quelque chose d'inoubliable devait fatalement arriver. Elle retomba donc de très haut en entendant sonner à la porte d'entrée et en voyant surgir le groupe des derniers invités, les McKisco, Mrs. Abrams, Mr. Dumfrey et le Seigneur Campion. Sa déception fut si violente qu'elle se tourna vers Dick. Il fallait qu'il s'explique sur cette rencontre déplacée. Mais il avait l'air de trouver ça tout naturel. Il accueillit les nouveaux arrivants avec plaisir, avec fierté, leur témoignant même un certain respect pour ce qu'il pouvait renfermer d'inconnu et de passionnant. Et Rosemary lui faisait tellement confiance qu'elle finit par estimer normale la présence des McKisco, comme si, depuis toujours, elle s'était attendue à les voir là. « Nous nous sommes déjà rencontrés à Paris, » disait Mr. McKisco à Abe North, qui venait juste d'arriver avec sa femme. « Nous nous sommes même rencontrés 2 fois. » « Je m'en souviens, en effet. »« À quel endroit déjà ?» demanda McKisco, qui cherchait par tous les moyens à entretenir la conversation. « Attendez, je crois bien... » Mais le jeu cessa vite d'amuser Abe. « J'ai oublié. » Il y eut un brusque silence et Rosemary sentit d'instinct qu'il aurait fallu glisser là une réflexion pleine de tact. Mais Dick se tenait ostensiblement à l'écart et ne faisait rien pour séparer le petit groupe des nouveaux arrivants. Rien non plus pour faire perdre à Mrs. McKisco son petit sourire d'ironie méprisante. S'il ne faisait rien, c'est qu'il n'attachait aucune importance à ce problème de relations sociales, qui se résoudrait de lui-même. Il préférait ménager ses forces pour de plus hautes performances, attendre une meilleure occasion de prouver à ses hôtes qu'il vivait un moment exceptionnel. Rosemary se trouvait à côté de Tommy Bourbon. Il était d'humeur particulièrement sarcastique et quelque chose de très secret paraissait le ronger. Il partait le lendemain matin. « Vous rentrez chez vous ?»« Chez moi ? Je n'ai pas de chez moi, je vais faire la guerre. »« Quelle guerre ? » ?»« Quelle guerre ? N'importe laquelle. Je n'ai pas ouvert un journal depuis longtemps, mais il y a sûrement une petite guerre quelque part, il y en a toujours. » Les raisons de vous battre, ça ne compte pas pour vous ? Pas du tout. L'important, c'est qu'on me paie bien. Quand je commence à m'encrouter, je viens voir les divers. Je sais qu'au bout de quelque temps, j'aurai de nouveau envie de me battre. Rosemary eut un léger recul. Vous êtes pourtant leur ami. C'est vrai.
d'elle surtout, mais il me donne toujours envie d'aller me battre. » Elle se répéta ce qu'il venait de dire, sans le comprendre. Pour elle, au contraire, les divers lui donnaient envie de ne plus les quitter. « Vous êtes à moitié américain ?» dit-elle, comme si c'était la seule explication possible. « Et à moitié français. Depuis l'âge de 18 ans, je me suis battu sous 8 uniformes différents. Mais j'espère ne pas vous donner l'impression que je n'aime pas les divers, je les aime. Surtout Nicole. » « Impossible de faire autrement, » dit-elle avec simplicité. Elle se sentait très loin de lui. Il y avait trop de sous-entendus derrière ses paroles, ce qui la mettait mal à l'aise. Et elle refusait que cette ironie subversive trouble en quoi que ce soit l'adoration qu'elle portait au diver. Elle fut soulagée de ne pas l'avoir pour voisin pendant le dîner. La table avait été dressée dans le jardin. En suivant l'allée qui y conduisait, elle repensait à l'étrange façon dont il venait de dire « surtout Nicole ». À un certain moment, elle se trouva tout près de Dick. Il avait une telle intelligence, si précise et si vive qu'il devait tout savoir de toute évidence, et qu'importait le reste. Depuis 1 an, ce qui représentait l'éternité pour elle, elle gagnait de l'argent et sa célébrité naissante l'avait mise en contact avec des gens célèbres. Elle s'était vite aperçue que ces gens célèbres n'avaient rien de bien surprenant, qu'ils étaient simplement d'une plus large carrure, mais qu'ils ressemblaient trait pour trait aux gens que la veuve du Major Hoyt et sa fille avaient connus à Paris, dans leur modeste pension de famille. Rosemary était une romantique. Sa carrière ne lui avait guère fourni l'occasion jusqu'ici de satisfaire ce romantisme. Sa mère, qui tenait sa carrière en main, n'aurait pas supporté qu'elle se laisse éblouir par des provocations factices de quelque côté qu'elles viennent, et Rosemary elle-même n'aurait pas été dupe. Elle ne vivait pas pour le cinéma, elle faisait du cinéma, ce qui était tout autre chose. À l'expression de son visage... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.